Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis pas là pour vous faire la critique d'un film, non, je suis là pour vous parler de Disney. La féerie de Disney dans mon enfance et ce qu'il est devenu aujourd'hui et la vision que j'ai de cette giga entreprise à l'heure actuelle. On va parler de tout cela dans cette vidéo, mais avant tout, si on parle de Disney, il faut revenir au fondement. Disney, il est créé en 1923, le 16 octobre 1923, et dans un premier temps, Disney, il ne veut pas aller vers le long métrage, il fait des courts métrages. C'est là qu'ils vont s'essayer avec le personnage de Mickey Mouse, qui devient la référence de Disney, littéralement. Ce personnage va exister pendant bien des années, avant que le premier long métrage de Disney n'arrive. Il arrivera en 1937, ce sera Blanche-Neige et les 7 nains. Il aura un budget de 1,5 million de dollars, ce qui est énorme pour l'époque et le plus gros budget mis pour de l'animation. Et il en rapportera 8 millions. Donc ça va être un succès énorme, Blanche-Neige et les 7 nains. Ça va être le début de l'ère qu'on a toujours connue jusqu'à l'heure actuelle. Donc la prohibition de bien d'autres longs métrages. On va avoir par la suite des films tels que Pinocchio ou Bambi qui vont être créés. Et je vous laisse imaginer la suite, vous la connaissez. En 1955, on a le parc Disneyland qui ouvre ses portes. C'est Walt Disney qui, en allant dans un parc avec ses filles, se dit « Tiens, c'est incroyable ce qu'on vit. Je devrais faire moi aussi un parc à l'effigie de tout ce que j'ai créé, tous mes films. » Et donc, c'est là qu'il a l'idée de rassembler ces deux univers. Et le parc va lui coûter à peu près 17 millions de dollars. Donc ça va être un gros investissement, mais le parc va tout de suite marcher, ce qui va lui permettre après d'en ouvrir un en Floride et dans bien d'autres pays. Voilà ce qui est un petit peu Disney jusqu'en 1955. Ensuite, on a l'ère que je dirais Esner Michael. Esner Michael, c'est le PDG qui va être à la tête de Disney en 1985, et on va dire que jusque-là, Disney il a un petit peu de mal à se renflouer, à réellement exister, ses films marchent pas très bien, et c'est là qu'on va avoir l'âge d'or de Disney, puisqu'on va avoir en 1989 le film La Petite Sirène qui va sortir. Ensuite, on aura des films tels que La Belle et la Bête en 1991, Aladdin en 1992, ou encore Le Roi Lion en 1994, qui lui remportera 2 Oscars. Et ça va être le succès le plus retentissant de Disney, puisque Le Roi Lion, c'est le film le plus rentable en termes d'animation de tous les temps. Il surpasse tous les scores qu'on pouvait faire jusqu'à l'heure actuelle, mais il faut voir l'immersion qu'on a dès les premières minutes quand on regarde Le Roi Lion. Quand on regarde Le Roi Lion, dès les premières minutes, on est en Afrique. On a cette culture qui nous est amenée, on a ces chants qui sont impériaux, qui sont magnifiques, qui nous transportent ailleurs, et c'est ça qui fait qu'on rentre dans l'univers. C'est que tout de suite, on est intégré dans l'univers qu'on veut nous montrer à l'image. Il est palpable, on le ressent, et on est impliqué dedans dès les premières minutes. Quand le titre arrive, en gros, Le Roi Lion, et qu'on rentre enfin dans l'histoire, on y est déjà, on est déjà dedans et on est déjà captivé par tout ce qu'il nous raconte. Voilà pourquoi Le Roi Lion marche aussi bien. Personnellement, mon Disney préféré, ce serait Le Bossu de Notre-Dame, mais j'ai énormément regardé petit. Donc Le Bossu, ça c'est une évidence, mais je regardais énormément Hercule, que j'adore Hercule. Je trouve qu'Hercule est fascinant. J'adorais également Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois d'Armand. Je regardais l'Atlantide, je regardais également La Planète au Trésor, Taram et le Chaudron Magique. Je suis ravi de voir que Taram a été un des films les plus gore, les plus gothiques qu'a fait Disney. C'était il a été viré par la suite, celui qui a fait ce film, parce que le film n'a pas du tout marché et il faisait peur aux enfants. Mais moi qui l'ai vu petit, ça a été un traumatisme. Mais j'adorais Taram et le Chaudron Magique. Je ne peux pas l'expliquer, j'adore l'immersion que j'ai avec ce film. Voilà. Donc voilà les films que j'ai vus et revus, moi, chez Disney. Moi, Disney, ça a bercé toute mon enfance. Je suis né en 93, l'âge d'or de Disney, c'est mon époque. Donc vraiment, j'ai un ressenti, un amour de Disney qui est profond. Quand je revois mes films d'animation, j'ai toujours un amour inconsidérable pour eux. Et voilà, ils sont dans mon cœur et vraiment, quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui, je regrette mon innocence quand je pensais à Disney.
avant, tout simplement. Après, on a, si on doit parler de Disney, on peut parler de 2006, puisque 2006, c'est le moment où ils rachètent Pixar. Et au moment où ils rachètent Pixar, c'est bien entendu pour leur qualité de film, parce que leur qualité en termes de films d'animation, elle est présente. Tout le monde reconnaît le talent des gens qui bossent chez Pixar. Et Disney, en achetant Pixar, ça lui permet d'avoir la main mise sur beaucoup plus de films d'animation, de pouvoir créer beaucoup plus de choses. Et en termes de technologie, ils sont déjà en avance, Pixar, sur beaucoup de choses. Et donc, ça leur permet d'avoir des gens qui maîtrisent également ce support-là. Donc, ça leur permet de faire bien plus de films d'animation et d'occuper tout l'espace en termes de cinéma mondial, pratiquement. Et ça leur permet également, comme je vous disais, d'avoir la main mise sur des nouvelles technologies et d'avancer, toujours d'être dans le perfectionnisme d'une époque. Et ça, Disney l'a très vite compris, et en rachetant Pixar, eh bien, ils mettent la main sur des films tels que Toy Story, ils mettent la main sur des films comme Monster et compagnie, ils mettent la main sur des films comme Les Mille et Une Pattes, comme sur la main sur Là-haut qu'ils créeront. Il y aura Vice Versa qui arrivera par la suite, il y aura Ratatouille, il y aura Coco, et il y aura Wall-E, par exemple, tout simplement. Voilà, tout ça, c'est des films qui auront été faits par Pixar. Les Indestructibles, le premier du nom, c'est avant le rachat de Disney. Et c'est déjà un énorme film, c'est un film qui a marqué les esprits. Et quand arrive le deuxième, là, il n'y a pas si longtemps, on voit comment la technologie a avancé. Et ce sont des films d'animation qu'on n'oublie pas, ça nous marque l'esprit réellement. Mais ça, c'était des petits chefs-d'œuvre. Moi, je dois dire que Monstres et compagnie, il m'a fait pleurer, je l'avais vu au cinéma. Il a marqué mon enfance, mais grandement, comme la trilogie Toy Story. Alors, il y a 4 films maintenant, mais moi, j'ai vraiment la trilogie dans mon cœur. Et j'ai bien aimé le 4e film, même si j'ai des petits hicks. Mais voilà, tout ce qu'ils ont réussi à faire avec Toy Story, c'est merveilleux. Voilà, ça aussi, c'est Disney, faut pas l'oublier. Donc, jusqu'en 2006, très bien. En 2008, arrive la catastrophe qui plongera Disney, pour moi, dans l'ère du blockbuster, insipide. C'est l'arrivée de Iron Man au cinéma. Quand arrive Iron Man au cinéma, les films de super-héros, on en a déjà vu plusieurs. Il y a eu la trilogie de Sam Raimi qui est passée par là. On a eu donc Tobey Maguire en Spider-Man, et on a vu à quel point ça a marché et ça a plu au public. Ça, c'est fait. En 2005, on a Batman Begins qui arrive de Christopher Nolan, le film qui est censé remettre en avant les aventures du Chevalier Noir, et c'est un beau succès, avec Christian Bale en rôle titre et Liam Neeson en antagoniste. Et donc, Iron Man se pose ici. Mais Iron Man, il apporte de la fraîcheur. Quand on voit le film Iron Man, il est décomplexé. Ce qu'il amène, c'est beaucoup d'humour. Et le personnage de Tony Stark, c'est un personnage qui marquera les esprits, parce que réellement, ce personnage, en plus d'être odieux, d'être égocentrique, de ne penser qu'au fric, il est brillamment interprété. Et c'est Robert Downey Jr. qui fait là ses premiers pas au cinéma. Alors, il avait déjà joué des choses auparavant, mais sa carrière, elle a été entachée par la drogue, parce qu'il a été très longtemps cocaïnomane, il avait passé par de nombreux séjours en prison, et personne ne voulait plus de Robert Downey Jr. Et Jon Favreau, qui était le réalisateur à l'époque du film Iron Man, il impose Robert Downey Jr. comme rôle titre. Il le veut réellement, et on a vu ce qui est devenu Robert Downey Jr. depuis, c'est l'acteur en tête quand on parle du MCU. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a été le premier à installer le MCU, tout simplement. Quand on pense au MCU, avant Iron Man, il y avait eu l'essai sur l'incroyable Hulk, avec Edward Norton en rôle titre, et le film n'a pas été très bien reçu, et en plus, après, on n'a pas gardé Edward Norton comme acteur pour être Hulk. Donc, voilà, si on doit vraiment parler du début du MCU, c'est Iron Man. Et Iron Man, c'est un carton. C'est un carton. Et c'est un bon film. Moi, quand je le revois, je prends plaisir à voir les débuts de Tony Stark. Ensuite, alors, le Marvel Cinematic Universe, je vous le disais, c'est 22 films. Mais sur les 22 films, combien il a rapporté ? Il a rapporté plus de 18 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en moyenne, les films Marvel font 800 millions de dollars à peu près. Et il y a plus de 5 films,
de 5 ou 6 films, je ne sais plus, qui ont dépassé les milliards, voire plus de 2 milliards de dollars, comme l'a fait les Endgame, les Infinity War, voilà, les plus gros films du MCU. Ça, c'est en termes de chiffres. Et ça veut dire que sur 15 ans, on a eu 22 films, ça veut dire qu'on a un film et demi en moyenne chaque année qui arrive, rien que pour Marvel. On ne parle pas des films Disney à côté ou de Pixar. Ça veut dire que quand on cumule tout ça, on a environ 4, 5, 6 films de Disney qui arrivent chaque année sur nos écrans. C'est énorme, hein. Je vous assure, c'est énorme. Donc, ils sont une énorme représentation de ce que le public voit et de ce que le public aime, puisqu'on leur propose pratiquement plus que ce genre de schéma narratif qu'ils intègrent à tous leurs films de super-héros. Les gens adhèrent à ce schéma, et quand des films indépendants proposent une nouvelle narration pour parler de super-héros et de d'autres styles de films, et que le score n'est pas bon, que le box-office n'est pas là, eh bien on va dire, écoutez, ce que fait Disney, eux, ça marche, on ne va plus aller dans l'originalité, on ne va plus rechercher la créativité, on va chercher l'argent et le schéma narratif classique comme le fait Disney depuis bien des années. Et jusqu'au premier Avengers, je dois dire que au départ, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, j'avais pas trop de problèmes avec lui. Bon, j'avais pas aimé Iron Man 2, leur proposition, je trouvais que le personnage du coup retombait comme un soufflet. J'avais pas été hyper emballé avec Captain America. Loin de là non plus avec le premier Thor, même si j'aimais le côté shakespearien qui ressortait de l'adaptation de Kenneth Branagh, on sentait vraiment la tragédie grecque qui était amenée avec le film, et ça c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, et la proposition musicale aussi me plaisait, surtout quand on est dans le monde de Thor. Enfin, il y avait des choses, il y avait Anthony Hopkins qui jouait Odin, donc forcément on ne pouvait qu'être emballé, mais quand on voit les costumes et tout, ça faisait un peu tâche. Mais jusqu'au premier Avengers, ben voilà, c'était la première fois qu'on réunissait à l'écran tous les super-héros que les gens avaient aimés, et principalement les Américains qui sont gavés de comics, et qui pour eux c'était les BD qu'ils lisaient étant petits, comme nous on lisait Picsou ou Astérix par exemple, vous voyez. Eux, ils ont été nourris à cela étant petits. Ce sont des comics qui ont beaucoup été réalisés par Stan Lee. Stan Lee qui a fait des caméos dans tous les films du Marvel, le MCU jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à mourir il y a peu. Mais voilà, Stan Lee, il a amené dans la culture des Américains quelque chose de rare, et c'est beaucoup eux qui lisaient les comics, et c'est beaucoup pour eux que le film doit être un émerveillement, parce qu'enfin, depuis des années qu'ils lisent ces BD, ces comics, ces héros sont réunis à l'écran pour la première fois. Donc c'est un émerveillement pour eux. Et c'est une réussite. Jon Favreau, qui est le réalisateur, le créateur de Buffy contre les vampires, s'empare de ce film, lui amène un dynamisme. Et c'est vrai qu'il marche quand on les voit tous à l'écran. Il y a quelque chose qui est vraiment là. Et on sent le plaisir qu'il a à les introduire tous ensemble. Il y a vraiment une magie qui s'opère, et on a le meilleur antagoniste pour moi du MCU, sans compter Thanos bien évidemment, qui est Loki. Loki, c'est un délicieux antagoniste, et c'est peut-être pour ça que j'aime autant le premier Thor et que je lui trouve beaucoup de défauts, mais que ce que j'aime, je l'aime profondément. Loki, c'est un très bon personnage. Et puis ensuite, une fois passé le premier Avengers et la réunion de tous ces super-héros, eh bien, on a eu la suite. Et à partir de là, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce qu'on a retrouvé tous les schémas narratifs qu'on avait jusqu'alors. On s'est dit, ils vont aller plus loin, ils vont nous raconter différemment les origines story des personnages. On va nous amener quelque chose en plus dans la narration et dans la manière de filmer. Si on joue avec un sorcier, on peut aller tellement loin dans l'action, dans la manière d'introduire justement la mise en scène. Et en fait, non, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune proposition de leur part. Et c'est là que pour moi, ça a été la cassure totale. Après le premier Avengers, je vous ai dit, j'en pouvais déjà plus de leurs films d'avant. Il y a beaucoup de films que je trouvais pas désirables. Mais à partir de là, c'était la fin pour moi, et je n'ai pas compris la suite. En tout cas, du moins, j'ai vu que comme les chiffres rentraient et qui se faisaient de l'argent, ils se sont dit, ok,
Ils ont fait 22 films en 17-18 ans. Ça veut dire qu'il y a un film et demi, voire 2 films par an, disons. À peu près. Ça veut dire que 2 films par an, c'est énorme. Hein. Un film et demi par an, c'est pareil, c'est énorme aussi. Donc ça veut dire qu'ils enchaînent au niveau des scénarios le temps de réaliser, le temps d'écrire les scénarios, les effets spéciaux, tout ça. Ça veut dire qu'ils écrivent, mais très très vite, quoi. Et donc, ils y vont à l'appel, ils savent que les gens, sont pas très regardants, ils veulent pas se prendre la tête, ils veulent de l'humour, on leur offre des moments d'action, on cherche jamais à mettre vraiment d'enjeux, et quand il y a des enjeux, on les éclipse en 2 secondes, et puis on va leur fournir que ça, et ça leur ira très bien, puisqu'on fera notre chiffre quoi qu'il arrive. Même s'ils râlent, même s'ils trouvent pas ça terrible, on fera le chiffre qu'on a désiré. Voilà pourquoi le MCU continue à vous proposer des œuvres pareilles. Vous n'êtes pas assez réticent par rapport à ce qu'il vous propose. Donc tant que vous allez au cinéma voir ce qu'il vous propose, même si c'est pas bon, ils continueront à le faire. Pourquoi ils démériteraient là-dessus? Pourquoi ils ne prendraient pas l'argent où ils peuvent le prendre? Mais pour moi, c'est vraiment le bas du bas de ce qu'on peut réaliser. Quand on voit des hommes comme, je vais vous parler d'un autre réalisateur, Matthew Vaughn, il a réalisé X-Men le commencement, il a réalisé Kingsman. Regardez la manière d'amener l'action dans ces films. Regardez comment il l'amène. Pourtant, ces scénarios sont classiques, vous voyez. Mais comment il adapte son action en fonction des personnages qu'il a. Dans Kingsman, si vous prenez juste la scène de l'église ou des bars, vous avez déjà une nouvelle manière d'amener l'action. Pourquoi dans le MCU, on n'a jamais eu aucune proposition là-dessus? Les moments musicaux, les musiques sont pas extraordinaires. Le moment héroïque arrive au moment héroïque. La musique héroïque arrive au moment héroïque. La musique dramatique arrive au moment dramatique. Et on n'a jamais rien qui nous surprend, qui nous fait palpiter. On a un cahier des charges et on le respecte juste à la lettre. Mais on fait pas plus. Et c'est ça qui est dommage avec eux. C'est que vraiment, ils ne vont pas plus loin que la facilité. Et ça, je déteste ça. Moi, il y a énormément de propositions que j'adore. Pour moi, le meilleur film de super-héros à l'heure actuelle, c'est le film de M. Shyamalan. C'est incassable. Pour moi, c'est réellement le film de super-héros par excellence. Celui-là, voilà, je le classe au sommet. Et puis ensuite, je pourrais vous parler, bien évidemment, je peux vous parler de Batman The Dark Knight. Mais je pourrais aussi très bien vous parler de films comme Watchmen, où vous parlez plutôt de la série sur Watchmen, qui est beaucoup plus intéressante pour moi. Là, on introduit correctement les super-héros. On le fait également avec la série Légion, qui va nous parler du fil de Charles Xavier, qui est dans un hôpital psychiatrique. X-Men 2 le faisait très bien à l'époque. Et X-Men 2 avait beaucoup plus de propositions narratives qu'aujourd'hui. Ça veut dire que des films qui ont été faits 10 ans plus tôt proposer déjà beaucoup plus de choses que ce que nous on ne le fait aujourd'hui. X-Men 2, je crois que c'est 2002. X-Men 2, c'était une claque monstrueuse pour tout ce qu'on pouvait nous proposer. Et j'ai pas l'impression de retrouver ça. J'ai pas l'impression de retrouver la maturité, le côté héroïque qu'on avait dans la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on a perdues avec le temps, et le divertissement, c'est un petit peu classifié, normalisé, et maintenant on a un schéma narratif qu'on répète sans cesse, et qui est pas le bon. Moi, quand je vois ce qu'a amené Zack Snyder avec le DCU, pardon, mais ce qu'il amène des personnages de Batman, de Superman ou de Wonder Woman, j'adore ce qu'il en fait. J'adore l'introduction qu'il amène de Wonder Woman. La première introduction de Wonder Woman dans Batman v Superman, elle arrive, c'est une guerrière. Et elle arrive, on n'a pas d'origin story, on ne sait pas qui c'est. Et là, elle tabasse et elle a de la gueule et tout se ressent. On l'iconise, c'est parfaitement amené chez lui. Et on ressent une envie dans la mise en scène de... tous les coups sont palpables, on voit des dieux se foutre sur la gueule, mais on ressent les coups. C'est pas comme chez Marvel où l'action, on est là aussi pour s'amuser et on tape et on n'a pas l'impression de ressentir quoi que ce soit. Chez lui, si, tous les coups sont palpables et c'est ça qui est prenant, c'est qu'on y croit. Et c'est pour ça que le DCU, quand j'ai vu Batman v Superman, quand on nous amène un Batman hyper sombre qui a vu sa ville détruite par des gens venus de l'espace, d'un autre monde, et qu'il se dit il va nous
on est en danger et donc je dois tuer ce potentiel danger parce que s'il se met d'un coup à devenir fou et à nous attaquer, on est perdu. Mais c'est incroyable ce qu'on nous amène. Et on nous amène un homme torturé qui a vu sa ville détruite. Et on comprend ces enjeux du coup. Chez Marvel, on n'a jamais ça. On n'a jamais vraiment d'enjeu. On nous a mis un enjeu bidon dans Civil War pour qu'il soit opposé. Mais vraiment, ça tenait pas la route. Ce que j'avais aimé, par exemple, c'est la proposition dans Iron Man 3. Dans Iron Man 3... Iron Man, Tony Stark, il était choqué de ce qu'il avait vécu avec les Avengers et il avait des crises. On voyait qu'à des moments, il se contrôlait plus, il était en panique et il avait des traumatismes de ce qu'il avait vécu. C'est plus jamais revenu par la suite. Mais qu'est-ce que c'était intéressant ça. Pour moi, ça valait tout ce qu'on a amené par la suite. On s'est enfin intéressé aux personnages. Ils n'étaient pas là juste pour être des caricatures ou pour être comme Thorley maintenant, le gros monsieur avec son marteau bien con, etc. Non, là on questionnait ce qu'il avait vécu et ce qu'il était devenu aujourd'hui et c'était hyper intéressant. C'est jamais revenu, comme je vous le dis, mais on n'a jamais eu ça par la suite puisqu'on est toujours là à faire des blagues chez Marvel. Mais c'est pas possible. À chaque fois qu'on introduit un nouveau personnage, là je me dis putain ça va être quelque chose à traiter. C'est mis par-dessus la jambe parce que, on est chez Marvel, faut pas se prendre la tête, les gens, ils veulent voir du divertissement. Hein. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on vous propose comme divertissement? C'est là la pauvreté que moi, je refuse chez Marvel et que je ne veux plus voir. Et si c'est ça, le schéma narratif qu'on va retrouver pour le reste des autres productions, des blockbusters qui se disent, ça marche, on fait la même. Mais mon Dieu que c'est pauvre. Mon Dieu que c'est pauvre. Moi, j'ai pas du tout envie de voir ce genre de film quand il y a des propositions de films d'auteur, par exemple avec la A24 qui nous revient avec The Green Knight, des films comme ça, mais je les remercie parce qu'on a une autre manière d'amener le cinéma et c'est ça ce que je veux. Par contre, là où Disney est fort, c'est que maintenant Disney il est presque indestructible. Disney il peut tout racheter, on l'a vu au moment du Covid. Disney déjà ça a été le moment où j'ai vraiment détesté Disney. Ils ont délaisser les cinémas au moment du Covid en disant on ouvre notre plateforme de streaming. Donc les salles de cinéma dont on ne savait pas si elles allaient survivre au Covid, moi ça a été un énorme bâchage qu'ils ont fait. Ils ont préparé leur communiqué en disant on avait prévu les choses, on avait déjà envie de faire une plateforme de streaming, c'est le moment, avec ce qui se passe aujourd'hui, voilà, on l'ouvre. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment faire un gros doigt au cinéma, on ne savait pas si les films Disney allaient revenir en salle, et qui dit film Disney, dit l'argent qui rentre dans les salles de cinéma pour qu'elles puissent survivre, et de l'argent qui va aussi pour d'autres films, parce que même si je râle sur le MCU et sur d'autres films, sur le ticket que vous achetez de cinéma, il y a une partie qui revient au financement de d'autres films en France. Donc, même si vous êtes, je sais pas, 5 millions à aller voir Avatar et que je vous dis Avatar c'est nul, et bien sur les 5 millions de personnes qui auront été voir Avatar, il y aura de l'argent qui sera redistribué pour d'autres productions françaises. Donc vous voyez, j'ai beau râler, il y a quand même sur le ticket des choses qui me plaisent. Donc voilà, tout simplement, et c'était de l'argent qui ne rentrerait plus pour d'autres films, et on se demandait comment l'industrie allait s'en sortir. Bon, maintenant, on voit que ça remarche petit à petit, ça fait pas les chiffres que ça faisait avant, mais ça remarche petit à petit, et j'espère que ça durera toute ma vie. Moi, je veux aller en salle obscure, c'est là où je me sens le mieux, et c'est là où j'ai l'émerveillement de cet énorme écran, quand les lumières s'éteignent, et que j'ai cette lumière qui jaillit de cet énorme écran, bon bah voilà, je suis fasciné quand j'ai ce son qui me vient de tous côtés, etc. C'est une immersion et c'est un partage avec un public qui est présent pour vivre le même film, vivre les mêmes émotions. C'est ça le cinéma. Et ça, j'en démordrai jamais. Le cinéma, c'est le meilleur endroit pour découvrir un film. Donc voilà, leur plateforme de streaming, ça a été un gros fuck au cinéma. On voyait les gens dans les salles de cinéma, les exploitants de salles qui prenaient par exemple les affiches de Mulan pour les déchirer parce qu'on savait que Mulan, du coup, n'arriverait pas au cinéma et ce serait un coût en moins, de l'argent qui arriverait en moins pour nous, pour les cinémas. Voilà, on voyait des choses arriver et ce qu'a fait Disney, c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et on peut parler, en dernier point, maintenant que je vous ai parlé
bah, je vous ai parlé du rachat de Pixar, je vous ai dit qu'ils avaient fait leur plateforme de streaming. D'ailleurs, leur plateforme de streaming, ça marche très bien, hein. À l'heure actuelle, ils ont plus de 87 milliards de dollars sur leur plateforme, contre 62 milliards il y a un an. Donc, ils ont fait un bénéfice de 22% de part de marché, ce qui est énorme. À l'année, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est énorme, c'est colossal, c'est une entreprise gigantesque. Et ensuite, ils ont racheté Lucasfilm, donc tous les Star Wars. Et ce qu'on aimait avec Star Wars, c'était la rareté des films. Ce que n'a pas compris Disney, quand il rachète quelque chose, c'est pour pouvoir nous l'introduire, mais partout. Partout et beaucoup trop. Là où il y avait de la rareté chez Star Wars et ce qui amenait le manque des spectateurs, il ne l'est plus là, puisqu'on a des séries à gogo sur Star Wars qui viennent de tous côtés, et on a des films et des films qui arrivent, et on a vu la dernière trilogie qui n'arrivait même pas à centrer un récit convenablement, qui n'avait même pas réussi à faire que les 3 films existent pour eux-mêmes. On a 3 films différents et qui nous racontent autre chose, et donc on a un projet inachevé au final, et c'est n'importe quoi ce qu'ils nous ont amené avec la dernière trilogie de Star Wars. La seule chose que je peux leur reconnaître, c'est ce qu'ils ont fait d'Andorre. Sur la guerre qui nous a amené de Star Wars, sur la grande guerre, eh bien, on va nous parler ici de la petite histoire, donc des petits gens qui vivent cette guerre. Et on va nous parler de ceux qui vont aller vers l'Empire et ceux qui vont aller vers la rébellion. Et comment tout cela se passe. Et tout ça est très bien emmené. Andorre, c'est vraiment une série remarquable. Ensuite, on a eu Obi-Wan Kenobi. C'est une purge absolue. C'est ne pas comprendre le personnage. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Moi, je ne me remets pas. Et c'est un énorme doigt d'honneur à tous ceux qui aiment le personnage de base. Parce que là, on ne nous offre que de la nostalgie. On ne joue que sur ça et on ne vous offre rien. Pas en décor, rien. C'est minable en mise en scène, tout. Et si vous réalisez à quel point le scénario est mauvais, les seules choses sur lesquelles ils comptaient et ils savaient que ça allait marcher, c'est en vous introduisant Dark Vador et Obi-Wan en face. Il y avait la confrontation qu'on rêvait depuis l'épisode 3. Ils savaient que ça allait marcher. Et si vous enlevez ça, dites-moi le cœur du film, dites-moi où ça marche. Nulle part, c'est pitoyable. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils ont fait avec Star Wars aujourd'hui. Ils ont bien des films et des séries à nous proposer par la suite. Moi j'ai très peur parce que ça ne m'intéresse pas du tout ce qu'ils peuvent dire de Star Wars. À part Rogue One, Sorry et Andor qui sont faits par le même homme et qui lui apportent quelque chose de nouveau à l'univers, que ce soit le livre de Boba Fett, que ce soit Obi-Wan ou que ce soit le Mandalorian, non, je m'en fous royalement. Alors, je voulais finir là-dessus. Parlons des films Disney Live. Maintenant que j'ai fait mon introduction pour parler des films de mon enfance, que je suis allé jusqu'à l'âge d'or du cinéma d'animation, que je suis allé aussi au moment où Pixar a été racheté par Disney, que je vous ai parlé ensuite de Marvel Cinematic Universe et ensuite de l'achat de Star Wars. Je peux vous dire aussi que Star Wars a acheté la Fox, donc Avatar leur appartient à l'heure actuelle. Ça fait très peur. Ça veut dire que vraiment, tout le cinéma mondial pratiquement leur appartient. Et vraiment, ça fait peur parce que bientôt, il n'y aura plus aucune concurrence face à eux. Et ça me pose problème. J'ai envie de voir des récits qui m'emmènent ailleurs, qui ne sont pas dirigés par les mêmes hommes, qui ont le même schéma tout le temps à nous proposer. Et c'est la mort du cinéma pour moi. C'est la mort de la création. Parce que tout est on reprend beaucoup de franchises où on amène juste la nostalgie, mais on n'en fait rien de plus. Regardez ce qu'on est en train de faire avec Indiana Jones, qui a été repris, qui appartient à Disney. Regardez ce qu'on fait des personnages dans Star Wars. Voilà, tout simplement, on reprend le vieux pour lui amener pas grand-chose de nouveau, en fait. Juste pour vous amener de la nostalgie. Et ça marche en général, ça suffit pour vous. C'est là le problème. Et comme je vous ai parlé des films d'enfance qui, moi, m'ont marqué, je peux vous parler à présent des films live. Alors, les films de mon enfance comptent beaucoup, ça maintenant vous le savez. Et quand je vois ce qu'ils nous ont amené avec les films live à l'heure actuelle, eh bien, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que les films de mon enfance me manquent. Et ils ne sont jamais à la hauteur de la proposition de base, du matériau de base. Alors, le premier film en live qui avait été fait, c'est le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton.
Ensuite, on a eu des propositions comme Cendrillon, on a eu des propositions comme Aladdin, on a eu La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard, Peter and Wendy, on a eu aussi des films comme Le Roi Lion, qui a été un immense succès que je ne comprendrai jamais. On a eu aussi des propositions comme La Petite Sirène ou Le Livre de la Jungle. Et aucun de ces films ne m'enthousiasme. Moi, j'ai très peur. Le Roi Lion, vraiment, c'était un abysse total. Vraiment, on n'avait rien. Et en plus, pourquoi vouloir des animaux très réalistes, presque documentaires, presque réels, pour nous amener pour les faire parler? Ça n'a pas de sens. On perd de l'animation, on perd des expressions, et donc on n'a plus rien à raconter. Ils sont vides, ils sont creux, les personnages, on ne ressent rien. Et donc c'est bien dommage. Le Roi Lion, pour moi, c'est vraiment pas bon. Et en plus, si c'est pour faire l'exactitude de ce qui avait été fait dans le film d'animation, quel est l'intérêt? J'en parlais déjà avec La Petite Sirène. Pour moi, on devrait faire le film d'animation pour les enfants et vraiment l'adapter pour vraiment que ce soit une histoire qui ne fasse pas peur et qui soit toute mignonne, et qu'on réadapte ensuite en film live, pourquoi pas ces histoires, mais en leur donnant un côté plus adulte. Comme ça, ceux qui ont grandi avec ces films verraient une autre version de ces histoires que je trouverais bien plus intéressante. Mais Le Livre de la Jungle, c'est du copier-coller. La Belle et la Bête, c'est du copier-coller, mais en raté. La Petite Sirène, c'est du copier-coller en raté. Aladdin, c'est du copier-coller en raté. Le Roi Lion, c'est du copier-coller en raté. Il n'y a aucun de ces films qui m'a enthousiasmé. Vraiment pas. Peut-être le premier Tim Burton, parce qu'Alice au Pays des Merveilles, il y avait un univers que lui avait créé, une musique de Danny Elfman qui était sublime. Et peut-être que ça, à la limite, ça a marché sur moi, oui, effectivement. Mais là, quand je vois les suites qui nous attendent, mais j'ai très peur. Quand je vois que il y a un film Hercule qui va être produit par les frères Rousseau qui nous ont proposé les Avengers et Captain America, le soldat de l'hiver, ou Civil War, et qu'ils ont prévu de faire une comédie musicale qui ressemble à TikTok. Pardon, mais ça fait très peur. Quand on entend ça, moi, vraiment, j'ai envie de me barrer, mais très très loin. Et là, on irait ailleurs que sur le dessin animé. Le dessin animé est sublime. J'ai vu qu'il y avait la Blanche-Neige qui allait être adaptée également. Il y aura Gal Gadot, qui est notre sublime Wonder Woman à l'heure actuelle, qui jouera la méchante reine. Et c'est un film qui est réalisé par Mark Webb. Mark Webb, c'est le réalisateur des derniers Spider-Man, The Amazing Spider-Man, les deux qui avaient été faits. Et vraiment, il n'y avait rien en réalisation, donc je peux vous assurer qu'on ne peut rien en attendre. On a un film avec le personnage de Lilo, donc Lilo et Stitch, qui va arriver aussi au cinéma, sur Disney+, je crois, lui d'ailleurs. Ça, je ne sais pas à quoi m'attendre réellement. Il y a Zach Galifianakis, je vais vous montrer une image de lui parce que tout le monde dit que c'est mon sosie. Et cet acteur-là, je l'adore et il fait partie du casting. C'est peut-être la seule chose qui peut me rassurer à l'heure actuelle et où je me dis pourquoi pas. On a Vaiana qui va arriver aussi au cinéma. On a les Aristochats qui vont être faits. On va voir Bernard et Bianca. Là, je ne comprends pas ce que c'est des animaux et si c'est pour les faire les plus réels possibles, ça va me désintéresser totalement. Mais vraiment, on voit ce qui a été amené avec La Petite Sirène, avec Polochon et les personnages, les animaux sous-marins. C'est moche, c'est atroce, c'est horrible. Et ensuite, on aura un film Merlin l'Enchanteur qui reviendra sur sa rencontre avant Arthur. Donc là, on va se désintéresser du dessin animé, pourquoi pas. Et on a un film Robin des Bois aussi qui sera fait comme un film Le Bossu de Notre-Dame, mais qui lui s'intéresserait plus à aller vers la version de Victor Hugo que moi j'ai et que je trouve sublime, le livre de Victor Hugo. Donc voilà, on a toutes ces propositions-là qui vont arriver en film live. Et à chaque fois que je vois ces films, je me demande pourquoi. Parce que le matériau d'origine, pour moi, il m'émeut beaucoup plus. L'imaginaire est bien plus présent. Et je trouve que ces films ne sont pas représentatifs de qualité chez Disney. Et vraiment, c'est faire du produit pour du produit. Et vouloir vendre pour se faire du business. Mais vraiment, pas avoir envie de reproposer quelque chose, et surtout chez les PDG, chez les grandes personnes qui maintenant sont dans ces entreprises, mais même chez Warner ou chez les grandes filiales de cinéma, ils sont dirigés maintenant par des hommes qui veulent faire du business et plus des gens qui aiment le cinéma. Et donc on ne voit plus des films pour la créativité et pour ce qu'ils peuvent apporter au 7e art, mais on voit cela comme un coût,
et on ne voit que le résultat final. Ok, j'ai amassé 1 milliard de dollars, parfait. On continue sur la même lignée. Ah, j'ai fait moins, on fera plus jamais ça. Voilà, il n'y a plus que ça qui compte, et c'est bien dommage parce que c'est là où, quand je vois A24 ou d'autres producteurs de cinéma qui nous proposent des choses différentes, eh bien, j'ai envie de dire continuez et merci à eux. Parce que bientôt, il n'existera plus que le schéma narratif que nous propose Disney, et le cinéma, pour moi, il sera mort. Mais tant que eux existent, on peut avoir des belles surprises. Et tant qu'il y a de temps en temps des grands réals, des hommes qui ont envie d'apporter quelque chose, qui vont chez Disney et qui ne se font pas bouffer, et qui imposent une vision ou qui ont carte blanche, on a parfois, de temps en temps, de belles surprises et des gens qui viennent rehausser le niveau. Mais c'est tellement rare que ça devient décevant. Et Disney devrait plus que penser comme ça. Il devrait plus penser business, mais créativité. Le business, il le fera quoi qu'il arrive maintenant, l'argent, il rentre. Mais maintenant, il devrait se réinventer et c'est tout le mal que je leur souhaite, même si je sais que ce n'est pas du tout prévu. Voilà ce que je peux vous dire sur Disney, voilà mon avis global. Tout ce qui est faire des films live avec des animaux en prise réelle et les faire les plus réels possibles, ça perd pour moi du charme et du sens qu'on avait avec ces films-là. Quand je vois, quand on parle du Roi Lion, là ils vont faire un film Mufasa et qu'ils sont en train de dire qu'ils pourraient faire un univers étendu sur le Roi Lion, parce qu'il y aurait bien des films et des histoires à raconter. Non, stop, arrêtez-vous là, c'est pitié. Ce n'est pas possible. Moi, j'aimerais bien voir, par exemple, des films comme l'Atlantide, comme la planète au trésor arriver au cinéma, mais pour leur amener quelque chose. Ils se sont plantés au box-office en animation. J'aimerais qu'on leur repropose quelque chose aujourd'hui. Voilà. Une relecture, qu'on puisse se réintéresser à cet univers. Mais si on arrive à amener autre chose, si on arrive à nous faire rêver encore, si c'est pour nous amener la même chose que ce qu'avait fait le dessin animé, c'est pas la peine. Et comme je vous dis, c'est toujours décevant parce que j'ai toujours envie de revoir le matériau d'origine. Toujours. Donc voilà, c'était mon avis sur Disney. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire votre rapport, vous, à Disney, votre rapport à Pixar, votre rapport au MCU, si vous aimez les films de super-héros. Quel est votre film préféré de super-héros? Si vous êtes en désaccord avec moi, n'hésitez pas à me le dire aussi, c'est important. Moi, ça me fait toujours plaisir de dialoguer avec vous. Et puis, quel est le film live que vous attendez? Ou est-ce que vous détestez cette technique? Est-ce que vous détestez cette approche? Dites tout cela en commentaire. Merci de liker, de partager et de commenter cette chaîne. Merci à vous d'avoir été au bout de cette vidéo qui aura été, ma foi, une des plus longues, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi, je vous laisse. Vous allez au cinéma le plus tôt possible. Il y a la clim qui vous attend. Avec cette chaleur-là, ça fait un bien fou. Merci à vous et on se retrouve très vite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez regarder WandaVision et Loki qui sont deux séries sublimes qui sont chez Disney+, comme quoi des fois il y a des exceptions à la règle. WandaVision, ça nous parle du début de la télé jusqu'à aujourd'hui en parlant des sitcoms. C'est brillamment amené, il y a énormément de jeux et Loki, il y a une inventivité extrême. Voilà deux séries qui méritent d'être nommées ici. Maintenant, je vous laisse. Ciao, ciao!